Il y a, au cœur des Andes péruviennes, une forteresse qui défie toutes les lois de l'architecture, de la logique et peut-être même de notre compréhension du passé. Un lieu où d'énormes blocs de pierre, pesant jusqu'à 70 tonnes, sont assemblés avec une telle précision qu'on ne pourrait pas glisser une lame de rasoir entre eux. Un site si impressionnant que certains archéologues modernes murmurent qu'il aurait été bâti non pas par les Incas, mais avant les Incas, par une civilisation oubliée ou par quelque chose de bien plus énigmatique encore. Ollantaytambo. Ce nom résonne comme un chant ancien perdu dans les montagnes. C'est une énigme à ciel ouvert, une structure si colossale et si complexe qu'elle continue aujourd'hui encore de défier les meilleurs ingénieurs, scientifiques et historiens du monde entier. Qui étaient les véritables bâtisseurs de cette merveille? Comment ont-ils pu transporter et empiler des mégalithes aussi titanesques, sans roues, sans fer, à plus de 2800 mètres d'altitude? Et surtout, à quelle époque? Car ce que vous croyez savoir pourrait bien être faux. Ce que l'on vous a enseigné à l'école, ce que les manuels d'histoire vous racontent, ne sont peut-être qu'une infime partie d'un récit bien plus vaste et bien plus ancien. Dans cette vidéo, nous allons plonger ensemble au cœur d'un mystère millénaire. Nous remonterons le temps, croiserons les légendes quechuas, les secrets des conquistadors, les théories interdites et les preuves archéologiques les plus troublantes jamais découvertes. Et qui sait, à la fin de ce voyage, vous ne regarderez plus jamais Ollantaytambo, ni même notre histoire de la même façon. Alors installez-vous confortablement, préparez-vous à douter, à être surpris, peut-être même à être bouleversé. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer des révélations qui vont suivre, de liker cette vidéo si vous aimez les mystères de notre monde et surtout, activez la cloche pour recevoir toutes nos futures explorations. Car ce que vous allez découvrir pourrait bien réécrire les origines de l'humanité. Les premiers rayons du soleil caressent doucement les flancs abrupts des Andes, révélant un paysage d'une beauté presque irréelle. Des terrasses vert émeraude s'étendent à perte de vue, comme des marches gigantesques gravies par des dieux oubliés. Et tout en haut, dominant la vallée sacrée de l'Urubamba, se dresse Ollantaytambo. Ce site n'est pas seulement un vestige inca parmi tant d'autres. Il est le joyau le plus mystérieux du Pérou, surpassant même, à bien des égards, la renommée du Machu Picchu. Non pas parce qu'il est mieux conservé ou plus spectaculaire à l'œil nu, mais parce que ces murs murmurent un secret que personne n'a encore vraiment su percer. Et ce secret, il est gravé dans la pierre elle-même. Pour comprendre le premier grand mystère d'Ollantaytambo, il faut lever les yeux vers la muraille colossale du Temple du Soleil. Ici, 6 blocs gigantesques de granit rose, pesant chacun entre 50 et 70 tonnes, sont alignés avec une précision chirurgicale. Ces pierres n'ont pas été extraites localement, non. Leur carrière d'origine est située à plus de 6 km, de l'autre côté de la vallée de l'Urubamba, sur les pentes abruptes du mont Cachicata. Cela signifie que les bâtisseurs ont dû extraire ces blocs massifs, les descendre d'environ 400 mètres de hauteur, traverser une rivière tumultueuse, puis les hisser à nouveau sur une montagne abrupte pour les positionner au sommet, sans roues, sans chevaux de trait, sans outils en acier. Officiellement, on suppose que des milliers d'ouvriers incas ont traîné ces pierres sur des rondins ou des traîneaux en bois. Certains croient même qu'ils auraient créé des rampes de terre géantes. Mais rien, absolument rien dans les fouilles archéologiques ne prouve l'existence de telles rampes. Pas la moindre trace. Comme si ces blocs avaient flotté dans l'air, défiant les lois de la gravité. Les murs d'Ollantaytambo présentent un autre détail troublant. Leur face parfaitement polie et les angles internes si aigus qu'ils semblent avoir été découpés au laser. Or, aucun outil en métal dur n'était supposé exister à l'époque précolombienne. Les Incas utilisèrent des marteaux en pierre plus tendre, du cuivre, et c'est tout. Alors comment expliquer ces découpes nettes et ces ajustements si serrés qu'aucune feuille de papier n'y glisse? Même en Europe, au XVe siècle, on n'avait pas cette maîtrise de la taille de pierre, malgré l'usage du fer. Et là, au milieu des Andes, sans acier, sans roues, sans poulies sophistiquées, ces bâtisseurs anonymes auraient réussi à créer un puzzle mégalithique défiant toute logique,
Ce sont ces indices qui ont poussé certains ingénieurs contemporains à déclarer « Nous serions incapables de reproduire Ollantaytambo aujourd'hui, même avec nos grues, nos camions et nos diamants industriels. » Les anomalies ne s'arrêtent pas là. Les géologues ayant étudié Ollantaytambo remarquent des choses déroutantes. Certaines pierres portent des traces de vitrification, comme si elles avaient été soumises à une chaleur intense ayant légèrement fondu leur surface. Or, aucun four ou technique locale connue ne pouvait atteindre de telles températures. D'autres blocs montrent des stries circulaires, comme si des outils rotatifs de coupe, inexistants dans le monde précolombien, les avaient façonnés. Ces détails suggèrent que la technologie utilisée à Ollantaytambo était non seulement en avance sur son temps, mais peut-être même hors du temps. L'orthodoxie archéologique affirme qu'Ollantaytambo a été construit au XVe siècle, sous le règne de l'Inca Pachacútec. Il l'aurait fait ériger pour contrôler la vallée sacrée et protéger Cusco des envahisseurs. Mais plusieurs chercheurs indépendants, dont certains géologues, pensent que la base mégalithique du site est bien plus ancienne et que les Incas n'auraient fait qu'hériter ou rénover une structure déjà existante. Des études au carbone 14 des couches inférieures ont donné des datations remontant parfois à plus de 3000 ans. Et des traditions orales quechuas évoquent une époque où Ollantaytambo aurait été bâti par les Viracocha, des êtres mystérieux, décrits comme grands, à la peau claire, et venus de l'océan, qui enseignèrent aux hommes l'art de la pierre. Les anciens habitants de la vallée racontaient à leurs enfants qu'Ollantaytambo avait été érigé par des géants venus du ciel. Ces géants auraient transporté les pierres, comme si elles étaient de simples cailloux, les disposant en quelques jours, puis repartant mystérieusement. Ces récits, bien sûr, sont aujourd'hui catalogués comme des mythes. Mais ce qui est fascinant, c'est qu'ils existent dans toutes les cultures andines, depuis le Pérou jusqu'en Bolivie, et qu'ils recoupent parfois des descriptions similaires trouvées dans d'autres continents, comme les légendes sumériennes des Anunnaki ou les récits bibliques des Néphilim. Quand on contemple Ollantaytambo, on ne peut s'empêcher de ressentir un profond vertige, parce qu'il nous oblige à nous poser une question dérangeante. Et si notre histoire était beaucoup plus ancienne et beaucoup plus complexe que ce que nous croyons? Et si, bien avant les Incas, une civilisation aujourd'hui disparue, ou même une entité encore plus insaisissable, avait foulé ces montagnes et laissé là un témoignage de son savoir colossal? Car après tout, les pierres, elles, ne mentent pas. Elles sont là, immuables, défiant nos explications. Et elles nous fixent, silencieuses, semblant murmurer « Vous croyez tout savoir, mais vous ignorez l'essentiel. » Quand on interroge les anciens Quechuas, ceux dont les ancêtres vivaient déjà dans la vallée sacrée bien avant l'arrivée des Espagnols, ils ne disent jamais « Nous avons construit Ollantaytambo ». Non, ce qu'ils disent, c'est « Nous avons trouvé ces murs. Ils étaient déjà là. » Pour eux, Ollantaytambo n'est pas un monument inca. C'est un lieu hérité, un sanctuaire bâti bien avant Pachacútec, par des êtres mystérieux qu'ils appellent tantôt Viracocha, tantôt Apus venus des cieux, ou même, plus rarement, Wiracocha Runa, les hommes dieux blancs venus de l'océan et des étoiles. Et ces légendes sont très anciennes. Elles se transmettaient de bouche à oreille, gravées dans les mémoires, bien avant qu'un missionnaire espagnol ne tente de les consigner maladroitement sur du papier. Le plus célèbre de ces êtres est Viracocha. Dans les chroniques espagnoles du XVIe siècle, notamment celles de Cieza de León et de Garcilaso de la Vega, on lit des descriptions troublantes. Viracocha était représenté comme un homme grand, barbu, à la peau claire, vêtu d'une longue tunique blanche, qui enseigna aux peuples andins l'agriculture, l'architecture, la loi et la morale. Il voyageait à travers les Andes, réalisant des miracles, créant des sources d'eau d'un simple geste, calmant les volcans et soignant les malades. Quand il eut terminé son œuvre, il repartit sur l'océan, marchant sur les eaux, promettant de revenir un jour. Ces récits firent d'ailleurs que les Incas crurent à l'arrivée des conquistadors que les Espagnols étaient peut-être le retour de ces êtres mythiques. Grave erreur. Mais au-delà de l'image naïve d'un dieu blanc venu apporter la civilisation,
beaucoup d'ethno-historiens modernes s'interrogent. Pourquoi toutes ces similitudes avec des mythes d'enseignants venus du ciel, qu'on retrouve aussi chez les Dogons au Mali, les Nomos venus de Sirius, chez les Sumériens, les Anunnaki, ou même chez les aborigènes d'Australie, les Wanjinas? Et surtout, pourquoi ces dieux enseignants bâtissent-ils toujours des monuments mégalithiques qui défient notre technologie avant de disparaître mystérieusement? Certains chroniqueurs espagnols, pourtant loin d'être crédules, furent eux-mêmes déroutés par ce qu'ils découvraient. Pedro Chiesa de León écrivit « Nous voyons dans ces murailles, et dans d'autres encore plus anciennes, une manière de bâtir si colossale qu'elle excède tout ce que nous avons pu contempler en Espagne, et qu'on ne saurait comprendre comment ces Indiens, sans le secours de bêtes de charge ni d'instruments de fer, ont pu réaliser de tels prodiges. » Certains prêtres tentèrent d'effacer ces histoires qu'ils jugeaient païennes. Les bûchers de l'Inquisition brûlèrent quantité de quipus et de codex locaux. Mais trop tard, les récits étaient déjà gravés dans les têtes, et surtout dans la pierre. Ollantaytambo n'est pas un site isolé. Si l'on s'élève dans les hauteurs environnantes, on trouve des pétroglyphes et des gravures monumentales qui déroutent les chercheurs. À proximité, sur les pentes du Pinquiluna, un gigantesque visage taillé dans la montagne regarde en direction du sanctuaire. Les habitants disent que c'est le portrait d'un des Apus, les esprits protecteurs des montagnes, ou peut-être même une représentation de Viracocha lui-même, figé pour l'éternité dans la roche. D'autres motifs montrent des silhouettes anthropomorphes, parfois munies d'objets ressemblant à des bâtons, mais qu'on a parfois interprétés comme des dispositifs inconnus. Pourquoi tant d'efforts pour sculpter ces figures à des endroits si difficiles d'accès, à flanc de falaise? Ces œuvres monumentales n'étaient pas destinées aux humains au sol, mais semblaient adressées à quelque chose vu du ciel. Beaucoup d'archéologues orthodoxes disent que ce sont des mythes, point final. Mais les peuples premiers n'ont pas la même conception du mythe que nous. Pour eux, un mythe, c'est une histoire vraie, transmise de génération en génération, sous forme poétique pour ne jamais l'oublier. Et quand on écoute les anciens Quechua parler d'Ollantaytambo, ils disent que ces murailles furent bâties avec l'aide des étoiles tombées sur terre. Certaines histoires parlent d'énormes pierres qui flottaient dans l'air, guidées par un chant mystérieux. Cela rejoint d'autres traditions de par le monde. En Égypte, on dit que les pyramides furent construites grâce à un son divin qui allégeait les blocs. Au Tibet, des moines racontèrent pouvoir soulever des pierres au moyen de trompes rituelles, émettant des fréquences particulières. À Teotihuacan, au Mexique, des mythes expliquent que la ville fut érigée par des géants venus des étoiles. Coïncidence? Peut-être. Mais quand les coïncidences se répètent partout sur la planète, on peut se demander si ce n'est pas plutôt un écho commun d'un passé oublié. Un autre détail étrange est l'agencement astronomique du site. Ollantaytambo n'est pas posé au hasard sur la montagne. Ses murs et terrasses suivent des alignements précis avec le lever et le coucher du soleil au solstice, certaines étoiles brillantes du ciel austral, comme Sirius et les Pléiades, et même, selon certaines études controversées, des constellations visibles seulement à certaines époques de précession des équinoxes, il y a 12 000 ans. Cela signifie que les bâtisseurs, quels qu'ils soient, possédaient une connaissance très avancée du ciel et du mouvement des astres sur des cycles longs, bien au-delà des quelques siècles de civilisation inca. Des chercheurs marginaux ont même parlé de portes stellaires, suggérant que ces sites mégalithiques étaient conçus comme des points d'interaction entre la Terre et autre chose. Peut-être un portail, peut-être une balise, peut-être un langage spatial adressé à l'univers. Lorsqu'ils découvrirent ces lieux, les Espagnols furent frappés de stupeur. Hernando Pizarro écrivit à son frère Francisco que les murs qu'il voyait étaient d'une grandeur telle qu'aucun esprit ne saurait les comprendre. Plus tard, après la chute des derniers résistants incas, les moines entreprirent de christianiser les lieux, élevant des croix là où trônaient les anciens autels. Mais ils ne purent jamais effacer la sensation de mystère. Même les prêtres locaux confessaient, dans leurs lettres, une crainte superstitieuse de ces pierres qui ne pouvaient pas être l'œuvre de simples hommes. Ollantaytambo fait ainsi partie d'un réseau mondial de sites anciens
qui partagent des caractéristiques troublantes. Des blocs cyclopéens assemblés sans mortier, d'un poids que même nos grues modernes peineraient à manipuler. Une précision géométrique extrême, dépassant les besoins fonctionnels, comme si c'était un code ou un message, plus qu'une simple forteresse. Des alignements astronomiques sophistiqués, parfois lisibles uniquement sur des cycles de dizaines de milliers d'années. Alors certains posent la question qui fâche. Et si, à l'aube des temps, la Terre avait connu la visite d'êtres venus d'ailleurs, qui nous auraient légué un savoir fabuleux, puis étaient repartis, laissant derrière eux ces monuments comme des bornes du passé? Évidemment, cette hypothèse dérange. Elle contrarie l'archéologie classique. Elle frôle la science-fiction. Mais parfois, la frontière entre science et fiction n'est qu'un mur que nous n'osons pas franchir. Car l'idée des dieux venus des étoiles n'est pas née hier. On la retrouve dans toutes les civilisations. En Égypte, avec Thoth et Osiris venus du ciel dans un vaisseau lumineux. Chez les Dogons du Mali, qui décrivaient Sirius B des siècles avant qu'un télescope puisse la détecter. En Inde, avec les Vimana, des chars volants pilotés par des êtres célestes. Dans la Bible même, les fameux Néphilim, fils des dieux, qui descendirent sur terre et enseignèrent aux hommes. Ollantaytambo s'inscrit ainsi dans ce vaste canevas planétaire d'histoires étrangement similaires, suggérant un passé commun que l'on préfère souvent taire plutôt qu'explorer. Quand on contemple les murs énigmatiques d'Ollantaytambo, une intuition nous étreint. Quelque chose en nous murmure qu'il y a là plus qu'un simple site archéologique. Peut-être un legs, peut-être un avertissement, ou peut-être un puzzle destiné à tester notre soif de vérité. La science officielle ferme souvent la porte, faute de preuves matérielles. Pourtant, la curiosité est plus forte. Et si tant de légendes pointent vers les étoiles, si tant de peuples disent qu'ils n'ont pas bâti ces murs, peut-être est-il temps d'écouter non seulement les pierres, mais aussi les mythes. Depuis une vingtaine d'années, certains ingénieurs, géologues et chercheurs indépendants, frustrés par les explications minimalistes de l'archéologie classique, ont décidé d'apporter des instruments modernes au cœur d'Ollantaytambo. Ils ont amené des lasers, scanners 3D, caméras hyperspectrales, instruments de mesure de champs magnétiques et même des détecteurs d'anomalies gravitationnelles. Pourquoi? Parce qu'il devenait évident que ce site cache quelque chose que l'œil nu ne peut saisir. Et les résultats ont été à la fois surprenants et terriblement dérangeants. Les premiers à s'intéresser aux finitions de la pierre furent des ingénieurs en taille de granit venus d'Italie et d'Allemagne. Quand ils ont analysé les joints d'Ollantaytambo, ils ont découvert des micro-rayures parfaitement parallèles sur certaines surfaces, semblables aux marques qu'un outil rotatif à grande vitesse laisserait sur la pierre. L'un d'eux, Maurizio Greco, a même déclaré « On dirait qu'ils ont utilisé un disque diamanté moderne. La régularité des stries n'est pas compatible avec un simple polissage manuel à labrador de pierre. » Le problème? De tels outils électriques ou hydrauliques n'existaient évidemment pas à l'époque des Incas, ni même des milliers d'années avant. En explorant plus profondément les blocs, les scientifiques ont également trouvé d'étranges trous cylindriques parfaitement lisses, s'enfonçant de plusieurs dizaines de centimètres dans le granit dur. Ces trous sont si propres qu'ils défient l'usure supposée d'outils en cuivre. Des tests au sondeur à ultrasons ont même montré que certains présentent une résonance particulière, comme s'ils avaient été conçus pour vibrer à une certaine fréquence. Pourquoi percer un tel trou dans un mégalithe? Et surtout, pourquoi l'ajuster pour qu'il résonne? Certains physiciens acousticiens pensent qu'il pourrait s'agir de guides d'ondes sonores destinés à amplifier des vibrations. Une technique peut-être perdue, qui aurait pu servir à faciliter la taille ou le transport des blocs par des ondes spécifiques, ou même produire des effets vibratoires inconnus, peut-être liés à des rituels anciens. Une autre hypothèse, extrêmement controversée, a refait surface grâce à un ingénieur chimiste péruvien, le docteur Jesus Gamarra. En analysant des résidus blanchâtres dans des fissures anciennes, il a suggéré que les bâtisseurs possédaient une connaissance d'agents chimiques permettant de ramollir la pierre. Les tribus locales parlent depuis toujours d'une « plante qui fait pleurer la roche », dont le jus transformerait temporairement la surface du granit en une pâte molle, sculptable à la main. Certains explorateurs du XXe siècle, comme le naturaliste Percy Fawcett,
rapportèrent que des oiseaux de la jungle amazonienne utilisaient la sève de certaines plantes pour creuser leur nid directement dans les falaises calcaires, comme si la pierre se dissolvait. Mais pour du granit, l'idée paraît folle. Pourtant, des tests récents sur des acides organiques montrent qu'ils peuvent effectivement attaquer la silice à très long terme. Serait-il possible qu'une alchimie oubliée ait permis aux anciens de modifier la roche de manière temporaire? Ce mystère reste entier, mais la persistance de ces légendes laisse planer le doute. Plus troublante encore, certaines fouilles moins médiatisées ont mis au jour des objets qui ne devraient pas exister selon la chronologie officielle. Des fragments d'alliage très riches en tungstène trouvés à proximité des terrasses. Or, le tungstène fond à plus de 3400 degrés Celsius, une température qu'aucune culture connue ne pouvait atteindre à cette époque. Des microsphères métalliques parfaitement sphériques, enterrées dans des couches sédimentaires très anciennes. Des experts ont émis l'hypothèse qu'elles pourraient être les résidus d'un processus industriel inconnu. Des gravures stylisées d'astronefs ou d'êtres portant des casques qui rappellent étrangement certaines fresques égyptiennes ou sumériennes. Ces motifs sont souvent rejetés comme simples symboles chamaniques, mais pourquoi cet archétype d'être casqué apparaît-il sur tant de continents, à des millénaires de distance? Une autre série de mesures réalisées par des ingénieurs russes a révélé une anomalie encore plus fascinante. Les mégalithes d'Ollantaytambo semblent capter et redistribuer le champ électromagnétique naturel. Quand on approche des instruments sensibles près des murs, les appareils enregistrent des variations inattendues du champ magnétique terrestre. Comme si certaines pierres agissaient comme des condensateurs ou des relais, accumulant une forme d'énergie. Des tests plus précis ont montré que certaines fréquences radio sont atténuées ou amplifiées à des points spécifiques. Un phénomène que l'on observe aussi à Sacsayhuaman, Pumapunku et même sur certains sites égyptiens. Pure coïncidence? Ou indice d'un savoir perdu, exploitant les propriétés telluriques et électriques de la planète? Dans les années 1980, un petit projet non officiel de la NASA a envoyé des équipes pour scanner divers sites mégalithiques du monde, y compris Ollantaytambo, avec des radars pénétrants. Officiellement, pour mieux cartographier les structures. Certains documents fuités, non confirmés mais rapportés par des insiders, laissent entendre qu'ils auraient trouvé des cavités anormalement géométriques sous Ollantaytambo, alignées avec la muraille du Temple du Soleil. Étaient-ce des chambres de stockage, des catacombes rituelles ou autre chose? Depuis, la plupart de ces données sont classées ou introuvables. De quoi alimenter encore plus la légende. Au-delà des instruments scientifiques, des chercheurs plus spirituels ont interrogé les Pacos, les prêtres andins actuels, gardiens des traditions. Ces chamans affirment qu'Ollantaytambo est un lieu d'ouverture, une sorte de pont entre le monde terrestre et le monde céleste, un espace où les esprits et les ancêtres viennent converser avec les vivants. Pour eux, les vibrations particulières du granit et la manière dont les murs sont disposés permettent à certaines consciences de voyager entre les mondes. Ils parlent de portes invisibles, de passages vibratoires, activés par des chants et des offrandes. Cela peut paraître ésotérique, voire délirant pour l'Occident rationaliste. Mais quand on voit les réactions des instruments électroniques près de certaines pierres, qui s'affolent littéralement, on se dit que peut-être la science a encore beaucoup à apprendre des mythes. Malgré ces indices troublants, la majorité des archéologues refusent de s'écarter du modèle classique. Car accepter l'idée d'une technologie inconnue ou d'une influence extérieure, c'est ouvrir la boîte de Pandore. C'est remettre en cause des décennies de théories, des carrières entières construites sur l'idée que l'humanité a progressé de façon strictement linéaire et isolée. Il faut comprendre que l'archéologie est aussi une affaire de prestige, de subvention, d'ego. Certains chercheurs ont vu leur réputation ruinée pour avoir seulement suggéré qu'il existait peut-être une civilisation avancée antérieure aux Incas. Mais aujourd'hui, grâce à Internet, aux chercheurs indépendants, aux ingénieurs sans préjugés, ces secrets sortent peu à peu des ombres. C'est peut-être le point le plus vertigineux. Ollantaytambo, avec ses murs titanesques et ses anomalies géologiques, pourrait n'être qu'une pièce minuscule d'un puzzle planétaire, un des nombreux hubs d'un ancien réseau mondial. Au Pérou,
on retrouve les mêmes signatures techniques à Sacsayhuaman et Puma Punku. En Égypte, le plateau de Gizeh présente des marques similaires de vitrification. À Baalbek, au Liban, on découvre des blocs encore plus énormes que ceux d'Ollantaytambo, parfaitement ajustés. Même en Turquie, à Göbekli Tepe, vieux de plus de 12 000 ans, on observe des sculptures qui paraissent dialoguer avec les constellations. Ces sites, répartis sur toute la planète, pourraient bien être les vestiges dispersés d'une même culture globale très ancienne ou d'un phénomène dont nous ne faisons qu'effleurer la surface. Imagine. Et si, il y a 10 000 ou 20 000 ans, une civilisation dotée d'un savoir prodigieux, peut-être issue d'un contact venu d'ailleurs, avait semé ses bornes sur la planète, puis avait disparu, emportant avec elle ses secrets. Les mythes des Viracocha, des Anunnaki, des Néphilim, ne seraient alors que des échos confus d'une mémoire collective, tentant de transmettre la réalité d'un âge d'or oublié. Ollantaytambo, par son gigantisme, ses anomalies techniques, ses artefacts hors du temps, serait alors une clé, un portail vers cette vérité plus vaste. Depuis le début, nous avons exploré Ollantaytambo sous toutes ses facettes, ses murailles cyclopéennes, défiant toute technologie connue des Incas, taillées avec une précision si extrême qu'elle reste inégalée aujourd'hui. Les légendes quechuas, qui parlent non pas de bâtisseurs humains, mais d'êtres venus d'ailleurs, les Viracocha, les dieux enseignants, les géants du ciel. Les anomalies géologiques et physiques révélées par des mesures modernes, vitrification, micro-rayures impossibles, trous résonnants, signatures électromagnétiques étranges. Et enfin, ces artefacts anachroniques, ces sphères métalliques, ces traces d'alliage impossibles qui, s'ils étaient pleinement reconnus, forceraient l'archéologie à se réécrire. Tout cela, mis bout à bout, nous oblige à poser la question ultime. Et si nous étions passés à côté d'un pan entier de notre histoire? Pendant des décennies, les manuels scolaires ont répété que la civilisation humaine a commencé il y a à peine 6000 ans en Mésopotamie. Puis, Göbekli Tepe a surgi de la poussière de l'histoire, vieux de 12 000 ans, avec ses temples astronomiques sophistiqués. Puis, des traces de villages ont été trouvées au Japon, en Europe et même au Brésil, repoussant sans cesse les dates. Alors pourquoi pas Ollantaytambo? Face à tout cela, deux grandes hypothèses émergent parmi les chercheurs non conventionnels. Selon elles, il y aurait eu sur Terre, il y a 12 000 à 20 000 ans, une civilisation très avancée, peut-être dispersée sur plusieurs continents, qui maîtrisait une technologie différente de la nôtre. Pas des smartphones et des voitures, mais un savoir fondé sur les vibrations, le son, la résonance, exploitant les propriétés des minéraux et du champ électromagnétique terrestre. Cette civilisation aurait été détruite par une catastrophe globale. Météorites, inversion des pôles, supervolcans, montée des océans. Les rares survivants auraient laissé des indices, des monuments cyclopéens, des légendes, des traditions initiatiques, pour que, tôt ou tard, d'autres hommes puissent réapprendre. Plus audacieuse encore, elle postule que ces connaissances n'étaient pas d'origine humaine. Peut-être transmises par une intelligence extérieure, venue d'un autre monde, qui aurait guidé temporairement notre espèce. Les mythes des Viracocha, des Anunnaki, des Néphilim, ne seraient alors pas des fantasmes, mais des témoignages codés d'un contact ancien. Certains y voient et même la raison pour laquelle toutes ces légendes convergent, à des milliers de kilomètres et sur des millénaires différents. Si l'une de ces théories est vraie, même partiellement, cela signifie que l'histoire humaine est bien plus longue et plus riche qu'on ne le pense, que notre espèce n'est pas forcément seule à avoir parcouru ce chemin sur Terre ou qu'elle a pu recevoir un coup de pouce externe, que notre compréhension actuelle de la physique, de la géologie, de la spiritualité pourrait être radicalement incomplète. Et cela nous invite à revoir notre arrogance moderne. Peut-être ne sommes-nous pas le sommet d'une pyramide évolutive, mais juste un cycle parmi d'autres, avec des sommets et des effondrements, recommençant encore et encore. Quand on se tient face aux murailles majestueuses d'Ollantaytambo, qu'on pose sa main contre la pierre froide, qu'on écoute le vent chuchoter entre les terrasses, il se passe souvent quelque chose. Une sensation qui traverse la peau et atteint directement le cœur. Un appel profond,
ancestrale, inexplicable. Comme si ces blocs cyclopéens essayaient encore, malgré les siècles, de nous dire quelque chose, de nous avertir, ou simplement de nous rappeler d'où nous venons, et qu'il existe bien plus dans l'univers et sur cette terre que ce que nous voyons. Il est facile de comprendre pourquoi l'histoire officielle préfère maintenir la version simple. Les Incas ont tout bâti. Point final. Remettre en cause cela, c'est ouvrir la porte à l'inconnu. C'est accepter que nous ne savons pas tout, que nous ne sommes peut-être pas les premiers, ni même seuls. Mais la vérité est peut-être là, sous nos yeux, depuis toujours, gravée dans la pierre. Et petit à petit, grâce aux curieux, aux rebelles, aux rêveurs, ce voile se lève. Finalement, le plus grand enseignement d'Ollantaytambo n'est peut-être pas technique, ni même historique. C'est un enseignement philosophique et existentiel. Car si d'autres civilisations ont existé avant nous, si elles ont maîtrisé des forces qui nous échappent encore, si elles ont disparu, cela nous rappelle que la connaissance n'est jamais acquise pour toujours. La nature, le cosmos, les cycles géologiques peuvent tout balayer, même les plus brillantes cités. Ce qui compte vraiment, c'est ce que nous faisons aujourd'hui de notre savoir et comment nous le transmettons pour ceux qui viendront après. Alors, la prochaine fois que tu verras une image de cette forteresse andine, souviens-toi qu'elle n'est pas qu'un vieux tas de pierres. Elle est peut-être un message, une mémoire, ou même un testament silencieux laissé par ceux qui, bien avant nous, ont déjà marché sur cette terre, scruté les étoiles et bâti pour l'éternité. Et si tu tends l'oreille, si tu laisses tomber les préjugés, peut-être entendras-tu toi aussi ce qu'Ollantaytambo murmure au vent. Vous n'êtes pas les premiers. Vous ne serez pas les derniers. Apprenez, gardez la mémoire, aimez votre monde, avant qu'il ne soit trop tard. Alors voilà, notre voyage au cœur du mystère d'Ollantaytambo touche à sa fin. Mais peut-on vraiment dire qu'il se termine? Parce qu'en réalité, chaque nouvelle question que nous avons soulevée ouvre 1000 autres portes, 1000 autres possibles. Peut-être qu'en écoutant ces légendes andines, en observant ces pierres gigantesques, en contemplant la silhouette des montagnes où le soleil vient mourir chaque soir, nous ressentons tous, au fond, la même chose. Un appel puissant, ancien, qui nous relie à quelque chose de bien plus grand que nous. Que vous croyiez à une civilisation perdue, à des visiteurs venus d'ailleurs, ou simplement à la grandeur mystérieuse de la nature humaine, l'important est que vous gardiez cette curiosité vivante. Parce que c'est elle, ce feu intérieur, qui nous pousse à continuer d'explorer, à apprendre, à nous émerveiller, et surtout à rester humains. Je tiens à vous remercier du fond du cœur d'avoir suivi cette aventure jusqu'au bout. Votre temps est précieux, et le fait que vous l'ayez partagé avec moi pour explorer ce mystère me touche profondément. Si cette enquête vous a fasciné, intrigué, ou même simplement fait rêver, alors n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne et à activer la petite cloche pour ne rien manquer des prochaines explorations. Et surtout, partagez vos ressentis en commentaire. Que pensez-vous qu'Ollantaytambo cherche à nous dire? Croyez-vous que nous soyons seuls? Ou sommes-nous les héritiers d'un passé beaucoup plus vaste que nos livres d'histoire ne le racontent? Votre avis compte énormément, et c'est ensemble, en échangeant, qu'on continue de faire vivre ces mystères. Encore 1000 merci à vous tous, explorateurs du temps et des légendes. Prenez soin de vous, et rappelez-vous, le plus grand des voyages commence toujours par un regard neuf posé sur le monde.